Vous avez déjà été trahi? Ouais. Ouais? Ouais. Et vous n'avez jamais trahi? Si, moi-même. Ah. Bonsoir Christophe Bonsoir. Lambert. Merci d'être ici dans Vie privée, vie publique. Vous si rare à la télévision. Ouais. Alors, l'une des dernières stars de cinéma, comme le dit Dominique Besnéard. Je ne sais pas ce que ça veut dire, dernière star. J'ai toujours eu envie de faire ce métier. J'aime profondément ce métier. J'aime surtout ce qu'il me procure, c'est-à-dire le fait de devenir quelqu'un d'autre, un super-héros ou quelqu'un qui était un loser à la base et qui allait accomplir quelque chose d'exceptionnel. Et toujours envie de sortir de vous-même, de vous dépasser. Sortir de l'ordinaire. De sortir de l'ordinaire. Ouais. Mais depuis toujours. Ouais, je pense depuis tout petit. Alors, quel est le rôle, vous avez préféré interpréter de ces 3 films qui ont marqué Subway, Highlander, Greystoke? Quand je regarde ce que j'ai fait au début, c'est Greystoke qui était probablement le film le plus juste par rapport à ce que j'étais, c'est-à-dire quelqu'un de déraciné, quelqu'un avec des parents voyageurs, quelqu'un qui n'avait pas un univers familial, quelqu'un qui, s'il avait été élevé par les singes de la vie. Mais quand je dis les singes, c'est pas péjoratif. Je me suis élevé avec mes potes. Il faut expliquer juste un fils de diplomate. Ouais. En Suisse, une maman psychopédagogue, ouais. C'est cela. Et vous, grandissant en Suisse, mais dans des pensions. Ouais, en partie dans des pensions, en partie dans des écoles qui sont des écoles très agréables pour grandir suivant l'âge qu'on a. Donc, sentiment de ne pas avoir de famille, de vous être élevé seul, c'est ce que vous dites? Ouais, vous savez, c'est bizarre. J'avais un père qui avait pratiquement 50 ans de plus que moi, donc qui venait d'une autre génération, né en 1910. Donc aujourd'hui, il aurait 111 ans s'il était encore en vie. Un frère qui était là mais qui n'était pas là, des demi-sœurs qui avaient plus l'air d'être les sœurs de ma mère que les miennes, et un père que des gens du même âge que moi appelaient grand-père. Donc je me suis dit, je préfère me tourner vers mes potes. Mais ça, c'était quand j'avais 12 ans, parce que je pouvais communiquer avec eux. Mais qu'est-ce qui vous a fait partir après ces succès colossaux qui vous ont propulsé à 27 ans tout en haut de l'affiche? Je vais vous dire, c'est une très bonne question. Je crois que j'ai toujours été régi dans mes départs et dans les endroits où je me suis posé par l'affectif. À l'époque, j'avais une femme qui était Diane, et que j'ai essayé de convaincre de vivre à Paris, de vivre en Europe, puis ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire, l'affectif a toujours été quelque chose de primordial pour moi par rapport aux choix et aux décisions que j'allais faire. Et la vie, c'est d'abord l'amour. Alors, vous venez d'écrire, et c'est pour ça que vous êtes là, pour la première fois, un roman. Un roman, mais on va voir, vous mettez finalement beaucoup de vous-même. Donc, La fille porte bonheur, qui sort vraiment maintenant aux éditions Plomb, et qui raconte comment un jeune pianiste virtuose est stoppé net au début de sa carrière, d'une magnifique carrière. Il sombre dans l'alcool et il est sauvé quelques 20 ans plus tard par l'amour d'une femme. Alors... qui lui en donne goût à la vie, à son art. Ouais, je crois que c'est surtout c'est quelqu'un qui avait tout très très jeune et qui, pour des dramatiques circonstances familiales, s'est enfoncé dans une culpabilité qui fait que 20 ans plus tard, il est passé du plus grand virtuose de l'époque à quelqu'un qui joue dans des pianos-bars minables et qui a sombré dans l'alcool complètement. Et à qui la chance va dire, tu sais quoi, tout ce que tu n'as pas eu pendant 20 ans, on va te le donner. Tu vas avoir l'amour, tu vas rencontrer la femme de ta vie et on peut accomplir ce que tu aurais dû accomplir 20 ans auparavant. Alors, en lisant ce livre, je le disais, qui est un roman, on a le sentiment quand même, en même temps, qu'il y a du témoignage. Il y a des choses de vous qui affleurent en permanence. On ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec vous, avec votre histoire. Mais est-ce que vous avez eu le sentiment de vous perdre, vous ?
Parce que même si c'est effectivement, ce n'est pas... La seule fois où j'ai eu le sentiment de me perdre, c'est quand je me suis aperçu que j'allais trop loin dans des choses qui concernaient l'alcool. Ça peut être un danger. Il peut y avoir l'alcool, il peut y avoir les drogues, il peut y avoir... Vous avez touché à tout, vous? Oui, quand vous dites toucher, c'est un mot juste. J'ai touché à tout ce qui pouvait entourer ça, mais en ayant heureusement une grande conscience de ce à quoi on touche. D'ailleurs, c'est une question de se dire, hé mon pote, réveille-toi. Alors, le héros, on va l'appeler comme ça, de ce livre, d'ailleurs, qui tombe dans l'alcool, à un moment dit... D'ailleurs, on a l'impression que c'est vous qui l'écrivez à partir de votre propre expérience. Voilà, l'alcoolisme, c'est un abîme sans fond, car le fond n'est touché que quand on est mort. Mort de honte, mort de mensonge, mort de la tristesse qui vous envahit lorsqu'on a perdu tout contrôle. Ouais. Vous savez, ma petite fille, qui a aujourd'hui 17 ans, quoi, pas aujourd'hui, mais qui a 17 ans... Votre fille, vous voulez dire? Ma fille, ouais, mais je l'appelle ma petite fille parce que pour moi, elle est toujours petite. Mais... de regarder cet enfant qui, quel que soit l'âge, savait parfaitement quand j'avais bu et quand j'avais pas bu, ça me fondait le cœur. Je pouvais pas. Donc, à un moment donné, on se réveille et puis on se dit, mais c'est pas possible. Et pas seulement pour elle, pour moi d'abord. Le plus important, si on veut se sortir de choses comme ça, et c'est un peu ce que je dis dans le livre, oui, tout à fait. Le plus important, c'est que ça commence par soi-même. S'il n'y a pas la volonté de le faire pour soi, il ne peut pas y avoir la volonté de le faire pour quelqu'un d'autre. Donc là, j'avais un ensemble. J'avais une petite fille qui était le rêve de ma vie. Et puis, de l'autre côté, il y avait quand même un adulte, entre guillemets, qui se disait, mais putain, Christophe, t'as toute la vie devant toi. Qu'est-ce que tu fous? Et on t'a donné plein de... Tu as eu plein de chance. Ouais. Enfin, tu as eu plein de choses entre les mains. Et qu'est-ce que t'en fais? Tu les galvaudes, c'est la mauvaise route. Donc, rattrape la bonne. Et voilà. Et en fin de compte, ce qui est... Et comment vous en êtes sorti seul? Ouais. Oui, pas de psy, pas d'association, tout seul, par la volonté. On peut s'en sortir seul? Si on a envie, ouais. On rechute, j'imagine. C'est pas comme ça. Ouais, mais c'est des rechutes qui sont obligatoires pour une seule raison, c'est qu'elles sont courtes. Et chaque fois qu'il y a une rechute, qu'il n'y a pas eu depuis maintenant des années, mais chaque fois qu'il y a une rechute, ça renforce la conscience. De dire, mais arrête, c'est pas pour toi. C'est tout. Et dans ce livre, c'est quand même l'amour d'une femme aussi qui le remet. Ouais, bien sûr. Et comment la rencontre avec Sophie Marceau, votre compagne actuelle, a changé votre vie depuis quelques années? Parce que c'est quelqu'un... Elle vous a aidé aussi à avancer aussi sur ce chemin? Elle m'a aidé à essayer de devenir meilleur. C'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un d'intègre. C'est quelqu'un qui a une droiture humaine qui est rarissime. Quitte à même être dure parfois, mais les choses qu'elle a envie de dire, elle les dit. Moi, j'aurais plus tendance à essayer de ménager la chèvre et le chou, à être ce qu'on appelle diplomate. Pas elle. Et j'admire ça parce que ça demande beaucoup de courage. Vous savez, même à l'école, j'étais toujours avec des... Voilà. J'étais toujours avec des gens qui étaient plus intelligents que moi, plus forts que moi mentalement, donc qui me permettaient éventuellement de grandir et d'évoluer. Là, je suis avec quelqu'un qui, sur un plan humain, est plus grande que moi. Donc, je ne peux qu'apprendre. Sophie Marceau disait, c'était comme une évidence, c'est ce qu'elle dit, c'était lui qui devait jouer ce rôle. C'était comme une évidence aussi quand vous l'avez rencontré. Là, je parle d'amour, là, pour le coup. Alors, c'était évident que j'étais en face d'une rencontre qui allait forcément, à un moment donné, déraper vers quelque chose qui peut durer toute la vie. Et je pense qu'on a essayé au maximum, et peut-être je ne devrais pas dire on, parce que je ne devrais pas parler pour elle, j'ai essayé au maximum de reculer cette échéance.
C'est-à-dire de ne pas forcément me retrouver seul face à elle, de ne pas forcément me retrouver seul avec elle. Puis à un moment donné, c'était plus possible. Et puis voilà. Alors Christophe, vous avez changé d'avis parce que lorsque vous êtes séparés, je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous avez fait quelques déclarations quand même. Lorsque vous êtes séparés il y a plus de 16 ans et demi, voilà, de Diane Lane, avec laquelle vous aviez vécu une dizaine d'années, vous avez dit « Je ne vivrai plus jamais avec une actrice ». Vous avez changé d'avis. Non, mais surtout, vous avez des relations, je crois, très apaisées avec la mère de votre fille. Depuis. Vous avez réussi votre séparation. C'est ce qu'on dit en général. Depuis toujours. Diane et moi, on s'est séparés, mais on est, amis. On se parle toutes les semaines, on se voit. Parce qu'humainement, c'est quelqu'un de juste. Parce que son bonheur à elle, qu'elle vit en ce moment depuis des années, le bonheur qu'elle a d'avoir cette fille, etc., mais c'est incroyablement important pour moi. C'est-à-dire, moi, le bonheur des gens que j'aime est beaucoup plus important que le mien. Pour une seule raison, c'est que depuis que je suis tout petit, je sais que moi, je m'en sortirai toujours. Et je ne suis pas sûr que les autres s'en sortiront de la même façon. Et comment vous avez acquis une telle... Parce que quand j'étais petit, c'était une question de vie ou de mort pour moi d'être heureux. Donc après, au lieu de choisir... À ce point Ah ouais, au lieu de choisir la mauvaise route, à 12 ans, j'ai choisi ma route. Alors, bonne ou mauvaise, mais j'ai choisi ma route. Parce que qu'est-ce que vous auriez pu choisir sinon comme route ? Une vraie dérive affective, c'est-à-dire quelque chose où je n'avais pas et je n'arrivais pas à trouver l'affectif dont j'avais besoin. Alors ouais, je vois ça, j'étais un mignon petit garçon, mais je voulais tellement un affectif que je n'avais pas. Être aimé, enfin, en tout cas qu'on vous le dise, on le prouve. C'est plus qu'on vous le prouve. Si ma mère regarde l'émission, elle sera triste parce que, vous savez, c'est pas parce qu'on vous donne de l'amour, parce que bien sûr, ma mère m'a aimé, mon père m'a aimé. C'est la manière dont on le reçoit, cet amour. Et je m'entends très bien avec ma mère, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Mais à cette époque-là, ce n'est pas ça ou de cette manière-là que je le cherchais. Donc, à 12 ans, je suis passé d'un enfant qui était maladivement timide, mais au point de se cacher dans les toilettes à la récréation, parce que je sais pas que je ne voulais pas, je n'arrivais pas à avoir un contact parce que je voulais tellement ce contact qu'en fin de compte, quand on veut tellement quelque chose, ça fait peur aux autres. Je me souviens de la manière dont j'invitais les filles à danser, elles me regardaient en disant non, et en me disant il est fou, parce que j'étais tellement tendu, j'étais tellement timide, j'étais tellement que quand ça sortait, c'était une agression. Vous voulez danser? Non, je danse pas. Bon, et voilà. Et la notoriété ne vous a pas amené confiance en vous ou Non, tout ce qu'elle a amené, à la limite, c'est de nouveau, si c'est pour repartir là-dedans, ça a amené des choses de ce côté-là complètement inintéressantes, c'est-à-dire des dérives d'un soir où on se lève le matin puis on a peur, en se disant voilà. Vous le dites souvent d'ailleurs, ce sont les femmes en général qui me choisissent. Je suis incapable de faire les premiers pas. Ah ouais, c'est toujours comme ça, Christophe? Ça c'est un truc qui est vrai dans le bouquin. Je suis tout sauf un dragueur. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de ma vie en me disant qu'est-ce que j'aimerais passer la nuit avec. Jamais. Alors Christophe, avec tout ce que vous dites, j'imagine que vous avez attendu énormément des femmes. Vous leur avez demandé beaucoup, vous leur demandez beaucoup. Je leur demande en fin de compte ce qu'elles sont, c'est-à-dire d'être honnête. Je veux pas être trahi. Vous avez déjà été trahi? Ouais. Ouais? Ouais. Et vous n'avez jamais trahi? Si, moi-même. Mais je ne veux pas être trahi par les autres, c'est trop dur. Et l'amour, voilà, pour la vie, vous y croyez? Parce que tout à l'heure, vous avez dit en parlant de Sophie, voilà, la personne avec laquelle je pourrais faire toute ma vie. Ouais, parce que bien sûr, j'y crois. Parce que je crois que si on a la chance de rencontrer cette personne une fois dans sa vie, ce qui, je peux le dire, n'a pas été le cas auparavant, il faut essayer au maximum en tout cas. Parce que c'est rare, c'est unique, c'est une fois.
Je crois pas que ça. Donc là, on peut avoir des deuxièmes chances sur des plans entre guillemets matériels ou de carrière ou de choses comme ça. Sur l'amour, c'est très fragile. Et si on le trouve, si on le rencontre, ouais, il faut essayer de protéger. Ouais, le protéger, de le chérir et puis de le faire grandir pour que ça ne devienne pas une routine, que ça ne devienne pas quelque chose. Ça ne faut pas que ça devienne une habitude, sinon il faut partir. C'est ce que vous écrivez aussi. Moi, ce que j'admire le plus, c'est les couples qui ont 50, 60 ans de vie commune et qui s'aiment de la même façon qu'au premier jour. Je me dis, c'est génial. C'est génial, ils s'aiment vraiment. Ils sont heureux d'être ensemble. C'est fabuleux. Alors, je trouve que pour quelqu'un qui parle peu, justement, qui est pudique, qui parle peu de ses sentiments, vous en parlez plutôt bien. Parce que c'est bien amené. Non, mais ouais, parce que vous donnez envie qu'on en parle. Tant mieux, tout va bien. Parce que c'est vrai que vous parlez très rarement, même ce jour, vous devez vous en souvenir, même ce jour de février 1986, où vous recevez le César du meilleur acteur pour Subway. Quel moment. Déjà, bien ici, Christophe, dans la bouche de Michael Douglas, ça doit faire quelque chose, j'imagine. Ouais, je vais vous dire comment je l'ai rencontré, lui. Oui. On a sorti Greystoke et À la poursuite du diamant vert le même week-end aux États-Unis. Et on s'est retrouvés, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, dans un bar où l'équipe du film du diamant vert faisait la fête et l'équipe de Greystoke faisait la fête. Donc, à un moment donné, on s'est tous rejoints. Et sur le même nombre de salles, à $100 près, on a fait le même score, le même week-end. Voilà. Et alors, vous dédiez votre César très pudiquement et très rapidement à votre frère. Ouais. Pourquoi vous avez fait ce choix-là, ce soir ? C'est juste à votre frère, c'est à lui que vous avez pensé. C'est le seul choix que je pouvais faire et que je ferai toujours. Voilà. Frère handicapé, Christophe. Ouais. Et je vais vous dire, le seul regret que j'ai eu après et auquel je pense toujours, c'est que j'ai oublié Luc. J'y ai pensé Luc Besson. Pas là, Luc Besson. J'y ai pas pensé là. Ouais. J'y ai pensé dans les coulisses. Et 25 ans plus tard, j'y pense encore. Vous lui avez dit ? Je lui ai jamais dit. Vous ne lui avez jamais dit ? Non. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de... Mais... voilà, j'aurais pu penser, mais c'est pas venu. Ce qui est venu, c'est votre frère. Ouais. Et un frère dont vous êtes proche, Christophe, que vous voyez beaucoup, avec lequel vous avez grandi ? Moi, je peux pas dire, je le vois beaucoup. C'est quelqu'un qui est là tout le temps. Dans votre cœur, c'est ça que vous voulez dire, avec vous ? Ouais. C'est quelqu'un de pur. C'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un qui n'a pas le choix que d'être ça. C'est pour ça que vous parlez souvent du choix, que ça vous... tout ça est quelque chose qui vous bouleverse. C'est votre petit frère ou votre frère aîné ? Aîné. C'est le frère aîné. Ouais. Donc c'est le frère qui aurait dû vous guider. Ouais, ou c'est vous qui l'avez... C'est peut-être moi. Non, jamais. Jamais. Vous êtes jamais. Pas... Non, jamais guidé. J'ai jamais... Non, je m'enfuis. Je m'enfuis. C'est tout. C'est marrant parce que c'est pas... Il n'y a pas de culpabilité par rapport à ça. Il y a une injustice pour lui. C'est tout. Vous avez jamais voulu trop parler de... Non, c'est tellement privé, c'est tellement... je pense que je suis plus capable de les mettre sur un papier que d'en parler. Donc peut-être que ce sera la prochaine chose. Peut-être ce sera le prochain livre. Peut-être que je pourrais le faire au cinéma, mais pas dans la vie. Mais quand je vous écoute, je me dis qu'heureusement qu'il y a eu le cinéma. Vous avez tout pour être quand même, pour sortir tout ce que vous avez en vous, pour exprimer maintenant l'écriture. Vous venez de trouver l'écriture. Mais c'est le cinéma. Vous avez pu déverser tout ce qu'il y a en vous. Et vous évader. Une partie. Surtout m'évader. Et vous évader. Surtout rêver ma vie. Faire des choses que je ne peux pas faire dans ma vie.
N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.